Alors, après cette petite vidéo d'introduction, j'ai rien qui passer la suite. L'idée, c'est effectivement, comme l'a dit le président et puis Madame Tramier, c'était de vous présenter un certain nombre d'éléments avant qu'on puisse échanger, et puis aussi apporter un certain nombre de réponses, notamment aux questionnements qui ont été posés lors de l'itinérance dans les communes. Juste aussi un petit rappel préalable, aujourd'hui, vous avez sur le territoire d'Essuie-Rétion un PLU partiel, qui est sur les 3 communes de l'ancienne communauté de communes, cœur d'Essuaire, et vous avez 8 PLU communaux. Après-demain, c'est-à-dire en 2025, on n'aura plus qu'un PLU commun pour l'ensemble des 11 communes, c'est-à-dire que les PLU communaux et le PLU partiel sur les 3 communes vont s'effacer pour laisser la place à un PLU qui sera uniquement sur l'ensemble des 11 communes. Donc ça, c'est un préalable à bien avoir en tête. Bon, je reviens rapidement sur ce qu'a dit le président. Effectivement, on a eu un certain nombre déjà de réunions, d'échanges, de temps d'ateliers autour de ce PLU. Les réunions publiques en 2022-2023, on a eu des ateliers notamment, on avait travaillé ensemble de diagnostic, on a pu recueillir un certain nombre d'éléments de la part des habitants. On avait travaillé aussi sur les questions de densité, sur les questions de cadre de vie lors de second atelier en 2023. Il y a eu le forum ludique aussi qui a permis un samedi matin au Hall de Salais de prendre le pouls et puis de récupérer aussi un certain nombre d'informations sur les orientations que vous souhaitiez pour le territoire. Et enfin, on a eu les 11 haltes d'information dans l'ensemble des communes d'Essuie-Rétion qui ont eu lieu sur le mois d'octobre et sur le mois de novembre et qui viennent juste de s'achever. Plus effectivement un certain nombre de panneaux que vous avez eu à disposition en mairie. Un site dédié a aussi été mis en place pour pouvoir recueillir l'ensemble des remarques, que ce soit par écrit, parce qu'on avait des registres dans lesquels vous pouviez écrire, faire remonter vos remarques dans l'ensemble des 11 communes, et un registre sur Internet où vous pouvez faire aussi remonter vos remarques par Internet. On a aussi essayé de communiquer assez largement à travers les lettres d'information qui ont été distribuées dans l'ensemble des boîtes aux lettres pour vous tenir au courant de l'avancée du PLU et puis l'avancée des travaux pendant l'évolution du PLU. Et ensuite, on a eu aussi un certain nombre d'articles de presse et d'articles sur les réseaux sociaux, pour ceux qui en ont, durant toute la durée du PLU. Sur le calendrier, je rappelle effectivement, de janvier 2022 à septembre 2022, on a travaillé plutôt sur les questions diagnostiques. Donc on avait eu cette réunion publique et ces ateliers, on a pu travailler ces questions-là. Toute l'année 2022 jusqu'à l'année 2023, on a travaillé sur vraiment l'ambition, les orientations politiques qui ont été traduites dans le PAD, donc le projet d'aménagement et de développement durable, qui a été voté il y a plus d'1 an et qui est à disposition depuis cette époque sur Internet et qui est aussi à disposition dans les communes. Et enfin, sur la dernière période de septembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, on a travaillé tout ce qu'on appelle la phase réglementaire, c'est-à-dire comment on traduit ces ambitions et ces orientations en règles d'urbanisme qui s'appliqueront demain pour l'ensemble des autorisations d'urbanisme qui seront déposées sur le territoire. Et juste du coup, focus sur la suite. Donc aujourd'hui, on est en fin de PLU, en tout cas en fin d'études et en fin de travaux, parce qu'on a cette réunion publique le 4 décembre qui est aujourd'hui. Comme le disait le président, le 13 février prochain, on aura l'arrêt du PLU. Et suite à cet arrêt, on va avoir toute une phase administrative dans laquelle on va stopper les études, on va stopper les réflexions. Et on va laisser la place aux partenaires, c'est-à-dire la région, les services de l'État, les chambres consulaires, etc., qui vont pouvoir, eux, faire des remarques et faire des remontées sur l'ensemble des orientations, des règles qui ont été prises dans le PLU. Et ensuite, on aura une dernière session qui sera l'enquête publique, qui sera une dernière fois l'occasion pour les habitants de faire remonter leurs demandes et de faire remonter leurs remarques sur l'ensemble du document et sur les velléités éventuellement individuelles sur ces documents-là. Avec du coup comme objectif une approbation fin d'année 2025, début d'année 2026 pour approuver le PLU, pour qu'ensuite il soit exécutoire et il puisse se mettre en place sur l'ensemble des demandes d'urbanisme. Donc l'objectif aujourd'hui de la réunion, on avait 2 objectifs et deux ambitions. C'était de vous présenter quelques éléments de règles, on va dire les plus importantes et les plus ambitieuses du territoire, de vous préciser aussi comment finalement on a construit ces règles-là, comment ont été fait un certain nombre de règles. Et ensuite, le deuxième objectif, c'était, comme je le disais tout à l'heure, de répondre à un certain nombre d'interrogations, en tout cas les plus importantes, qui ont été soulevées lors des concertations itinérantes. Donc l'objectif, c'était aussi de vous permettre de vous repérer dans les futurs documents du PLU, c'était aussi de vous permettre quand l'enquête publique va commencer globalement dans 10 mois,
c'est que vous puissiez avoir l'ensemble des billes et puis des informations pour pouvoir utiliser l'ensemble des documents, parce que c'est un document qui est assez conséquent. Parfois, toutes les pièces ne sont pas forcément à lire, mais que vous puissiez trouver la bonne information au bon endroit. On souhaitait aussi revenir sur un des sujets qui avait été assez largement remonté lors des réunions publiques, lors des concertations, c'est notamment la constructivité dans les hameaux et en campagne. Donc ça, l'objectif, c'était de faire un focus sur ce sujet-là pour répondre à un certain nombre de questions. Et enfin, c'était aussi de répondre aux questions sur les questions d'inondation et de ruissellement, parce qu'on a eu quelques épisodes importants ces dernières semaines, voire ces derniers mois, et c'est une préoccupation assez majeure de la part des personnes qui sont intervenues lors des réunions publiques. Juste rappeler aussi qu'on est sur un document qui a été produit par un certain nombre de cabinets, par un certain nombre de compétences. L'agent d'urbanisme que je représente, on a travaillé vraiment l'ensemble des documents. On s'est associé aussi, en tout cas la communauté de communes et surveillance s'est associée d'une assistance juridique, d'une assistance à concertation pour travailler ces éléments-là avec les habitants, la Chambre d'agriculteurs qui nous a aidé à travailler sur les questions agricoles et notamment sur la partie du diagnostic, des études aussi qui ont été réalisées par Syndicat Loire-Aval sur toutes les questions de zone humide, de cours d'eau, etc. Et enfin, un bureau d'études qui, lui, est chargé d'évaluer l'impact que vont avoir l'ensemble des règles et l'ensemble des choix qui ont été faits sur l'environnement et sur les questions de transition écologique et énergétique. Donc juste petit rappel, comment se construit un document, un PLUI, et surtout quel type de document on a dans ces types de documents. On a d'abord un premier élément qui s'appelle le rapport de présentation. Là-dedans, vous allez avoir le diagnostic territorial et l'état initial de l'environnement, c'est-à-dire le diagnostic environnemental. Il est déjà disponible sur Internet depuis un peu plus de 2 ans. Donc ça, il est déjà disponible, vous l'avez déjà à disposition. Dans ce document, on aura également ce qu'on va ajouter au moment de l'arrêt du PLUI, on va ajouter l'ensemble de la justification des choix qu'on a fait. C'est-à-dire que toutes les règles qu'on a décidées, qu'on a écrites, on va les justifier, on va expliquer pourquoi on a pris ces règles-là. Donc c'est totalement transparent. Et enfin, on a la dernière partie, ce qui est l'évaluation environnementale, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a le bureau d'études qui va évaluer l'impact que les choix vont avoir sur l'environnement. Ensuite, on a le PADD que vous avez aussi déjà à disposition depuis un peu plus d'1 an. Là, c'est les grandes ambitions, les grandes orientations politiques en matière d'aménagement du territoire. On aura le règlement écrit et le règlement graphique. Donc, le règlement graphique, c'est un ensemble de plans qui va détailler pour chaque parcelle les règles qui sont associées et les règles qui sont imposées pour chaque parcelle. Et dans le règlement écrit, vous aurez l'ensemble des règles en matière de densité, de hauteur de construction, d'implantation, de coefficient, de pleine terre, etc. Qui seront précisés dans ce document. Et enfin, un dernier document qu'on appelle des orientations d'aménagement et de programmation. Là, c'est des plans d'aménagement sur des secteurs très précis, sur des groupements de parcelles, sur des îlots, dans lesquels on vient identifier et imposer des règles beaucoup plus strictes en termes d'aménagement, qui notamment vont s'imposer aux aménageurs, aux promoteurs et éventuellement aux particuliers qui veulent faire des opérations d'ensemble, et des opérations pas forcément qu'une maison, mais plutôt des grosses opérations. Voilà. Donc avant de rentrer dans le détail des règles, on voulait aussi juste rappeler les quelques grands éléments de contexte et d'ambition qui ont un peu guidé les différents choix qu'ont pu faire les élus. Les élus ont posé 2 grandes ambitions pour le territoire. La première, c'est de faire d'Essuret-Sillon un acteur dynamique au cœur du territoire de Saint-Nazaire, c'est-à-dire comment Essuret-Sillon profite de sa position géographique entre Nantes et Saint-Nazaire pour pouvoir se développer et pour pouvoir répondre aussi aux besoins des habitants. Donc c'est-à-dire que c'est dans ce chapitre-là qu'on notamment on a posé des ambitions en termes d'accueil de population, en termes de développement d'emploi et en termes de stratégie économique. Sur la seconde ambition, une ruralité porteuse de valeurs et tournée vers l'avenir, là l'objectif c'était bien de poser l'identité du territoire, l'identité rurale du territoire, et le fait qu'on souhaite conserver cette identité-là, et que derrière l'objectif c'est de mettre un certain nombre de règles pour pouvoir arriver à conserver cette identité-là. Donc c'était les 2 grandes ambitions qui avaient été posées par le PADD. À côté de ces 2 grandes ambitions, on avait un fil rouge qu'on a appelé la transformation et l'adaptation au changement, parce qu'on est dans un contexte économique, climatique, environnemental, énergétique, qui est très particulier et qui est en profond bouleversement depuis plusieurs années. Donc l'objectif c'était comment on arrive à répondre à ces évolutions-là, comment on arrive à répondre à ces crises, aux crises énergétiques, aux enjeux de réchauffement climatique,
aux enjeux de crise écologique et de perte de biodiversité, comment on répond aussi aux problématiques d'accès au logement qui sont assez forts sur notre territoire, parce qu'on est un territoire qui accueille aussi beaucoup d'habitants, et enfin, comment on arrive à répondre à cette équation en réduisant aussi la consommation d'espaces agricoles et naturels. Donc ça, c'est vraiment finalement le contexte et l'objectif qui a guidé finalement l'ensemble des choix et qui a guidé aussi l'ensemble des ambitions politiques. C'est pour ça que c'est pas un chapitre unique dans le PLD, mais c'est vraiment un élément qui a guidé vraiment l'ensemble des choix, et c'est pour ça que c'est un fil rouge des ambitions. Et l'objectif aussi, c'était de comment on s'empare de ces questions-là et de ces enjeux de transformation et d'adaptation, finalement pour faire un projet qui soit collectif, pour faire un projet qui soit fédérateur, et pour faire un projet qui réponde et qui arrive à améliorer la qualité du cadre de vie, qui arrive à répondre aux préoccupations que vous pouvez avoir et que peuvent avoir les habitants actuels et futurs du territoire des Suressions. Donc un des premiers enjeux, c'était déjà aussi de répondre à la question de production de logement et comment on répond à l'accueil de population. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié à l'aide aussi des travaux de l'INSEE notamment, combien d'habitants potentiellement on va avoir sur le territoire. Donc on estime qu'on aura à peu près une croissance démographique entre 1,1 et 1,3% sur le territoire jusqu'en 2035. Et donc du coup, à partir de cette évolution démographique-là, c'est combien de logements on doit produire pour faire en sorte qu'on arrive à loger les personnes qui vivent encore sur le territoire et les personnes qui viendront vivre sur le territoire. Donc on a estimé qu'on a des besoins de production de l'ordre de 220 à 260 logements par an, jusqu'en 2035, pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc une fois qu'on a déterminé ça, après on a déterminé où est-ce qu'on les spécialise, c'est dans quelle commune on vient produire ces 220 à 260 logements. Donc là on s'est appuyé sur ce qu'on appelle l'armature territoriale, qu'on a décidé en fonction de l'accès au transport en commun, en fonction du poids de population de chaque commune, en fonction de la capacité aussi de chaque commune à pouvoir produire du logement, en fonction des services, des équipements, des commerces qu'on a dans chaque commune, pour pouvoir faire en sorte que là où on va loger des gens, on va pouvoir leur permettre d'avoir accès facilement à l'ensemble de ces services, à l'ensemble de ces équipements. Donc c'est la répartition que vous avez à droite de la diapositive. Donc voilà, à peu près un peu moins de la moitié sur les deux communes structurantes que sont Savenay et Saint-Étienne de Montluc. Environ 30% sur les communes, on va dire secondaires, qu'on a appelées qui rayonnent au-delà de leur commune, c'est-à-dire des communes qui sont structurantes aussi pour le territoire. Donc Cambon, Cordemais et Malville. Environ 15% pour les communes de La Chapelle, Launay et Princlos, puisqu'ils ont des positions qui sont des positions géographiques qui sont préférentielles, notamment à proximité de la RN, à proximité de la gare aussi de Savenay. Et enfin, environ 10% seront localisés dans les communes de proximité, que sont Lavaux-sur-Loire, Boué, le Temple de Bretagne et Quilly. Donc voilà un petit peu pour l'armature et sur la déclinaison de la production de logement. En parallèle de la production de logement, on a aussi travaillé, réfléchi à comment on répond aux besoins des entreprises. Pour y répondre, c'est une étude qui a été menée en parallèle du PLI sur ce qu'on appelle une étude de programmation économique, c'est-à-dire essayer d'identifier théoriquement et potentiellement le nombre d'emplois supplémentaires qu'on aurait à l'horizon 2035 et combien d'entreprises potentielles on accueillerait à l'horizon 2035. Donc cette étude a permis d'identifier qu'environ 1000 emplois supplémentaires seront créés d'ici 2035, ce qui permettrait de créer à peu près 80-90 entreprises sur le territoire. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est où est-ce qu'on positionne ces entreprises et où est-ce qu'on permet de faire en sorte de pouvoir les accueillir et de pouvoir répondre à leurs besoins, notamment en foncier. Donc ça, c'est la carte que vous voyez à droite. On a identifié un certain nombre de zones d'activité économique existantes. Donc l'objectif, ça a été déjà les premières ambitions, c'était de dire on ne crée pas de nouvelles zones d'activité économique, on s'appuie sur des zones d'activité économique qui sont existantes et c'est là qu'on vient positionner les futures entreprises et les futurs emplois. Et en parallèle, on a l'autre élément de l'équation, c'est qu'effectivement, on a l'enjeu de la loi climat et résilience qui impose au territoire de réduire la consommation des espaces agricoles et naturels. Nous, à l'échelle des Suressions, on a un objectif qui est fixé par un document cadre qui est au-dessus du PLU, qui s'appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui s'impose à l'échelle du territoire qui va de Nantes à Saint-Nazaire. Et pour la communauté de communes des Suressions,
l'objectif qu'on avait à remplir, c'était de réduire notre consommation de moins 58,5%. Donc l'objectif, c'était à la fois de réduire ses consommations d'espace et en même temps permettre d'accueillir les emplois et permettre d'accueillir les habitants. C'était cette équation-là qu'on avait à remplir dans le cadre du PLU.